Alors, bonjour à tous. On va vous présenter un petit peu la démarche. On est venu avec la team Diam, le directeur industriel, et puis aussi les équipes qui ont participé au développement des DMRP, et puis aussi à SNOP. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'est de partager un petit peu toute la démarche qu'on a entreprise maintenant. Ça fait 2 ans et demi à peu près, et qui a commencé par un audit accompagné par Agilia, et qui a pointé en fait 2 problématiques dont je vais vous parler. Mais avant ça, c'est qui on est. Quand on dit Diam, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait partie d'un groupe Néo. Les Néo sont plutôt leaders dans le monde de la tonnellerie et des bouchons. Et nous concernant, en fait, on fait partie d'une division de ce groupe-là qui s'appelle Diam Bouchage. Et Diam Bouchage commercialise des bouchons dans le monde entier. Donc, quand on parle de commercialiser des bouchons, si on donne un petit chiffre, c'est 2,7 milliards, 2,8 milliards de bouchons commercialisés sur l'année au travers de 10 000 clients et 68 pays, 68, 70 pays à peu près. Quand je dis 10 000 clients, en fait, ce sont des 10 000 clients directs et indirects. C'est-à-dire qu'on a des clients indirects au travers d'un réseau de distribution B2B. C'est à peu près 50%, autour de 50% en accès direct, et puis le reste au travers d'un réseau de distribution. Et on a 590 collaborateurs en ce qui concerne la division d'embouchage. La spécificité dans le métier, c'est intéressant un petit peu de vous partager ça. C'est-à-dire d'où on est parti. En fait, on est localisé au niveau de l'Europe avec 4 principales usines qui sont une usine dans le nord-est de la France. Dans le sud serré, c'est de là où on vient, en dessous de Perpignan. Puis ensuite, on a une usine en Espagne et au Portugal, Porto, plutôt le nord du Portugal. Alors, notre spécificité, c'est qu'on est multisite, on a une saisonnalité assez marquée, même si aujourd'hui, en couvrant les différents types de bouchons, aussi bien dans l'effervescent ou les bouchons tranquilles ou dits spiritueux, on arrive un petit peu à lisser la saisonnalité, mais elle est quand même marquée chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, le premier semestre, c'est plutôt sur les vins tranquilles, rouge, rosé, blanc, et le deuxième semestre, plutôt sur la partie effervescente. Donc, c'est quand même assez marqué. Ensuite, on a une mixité de process industriels, au travers déjà de l'historique des usines des unes envers les autres. Et ensuite, on a une croissance très forte et avec une sous-capacité chronique. Voilà. Donc ça, c'est assez... on associe souvent à une société gazelle, c'est-à-dire que souvent, on prend de l'avance par rapport à un business plan et c'est assez régulier chez nous. Ensuite, on est organisé de manière centrale, c'est-à-dire qu'on a une tour de contrôle supply qui permet de décliner les charges sur les sites, sur les 4 principaux sites de production. Donc, on a un besoin et puis ce besoin-là est décliné sur les 4 usines. Ensuite, quand on a commencé l'audit, etc., même avant, on savait qu'il y avait une hétérogénéité sur les sites en termes de maturité, déjà en termes de maturité industrielle, en termes de maturité de travail. Le site espagnol, par exemple, ce sont des personnes qui sont plutôt âgées, qui ont plutôt moins d'automatisation, qui avaient moins accès à l'informatique dans le passé. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas, mais par exemple, si on parle d'un ERP, l'ERP, ça a été à aujourd'hui, il y a 3 sites qui sont interconnectés avec le même ERP. C'est 2 sites français et le site espagnol. Le site portugais a son propre environnement, et ça, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est vraiment assez hétérogène. Et d'un point de vue culturel, on le sent, et quand on engage des projets, on sent quand même qu'il y a une maturité qui est complètement différente. Donc ça, on va en parler. D'ailleurs, c'était une des problématiques qu'on a à gérer. Et donc voilà. Donc ensuite, on a un flux croisé entre sites, c'est-à-dire qu'on a quand même des ratios coûts, énergie et subventions qui diffèrent en fonction du pays. Par exemple, si on prend le coût main-d'œuvre, on a par exemple un ratio 1 pour le Portugal et 5 pour la France. Donc ça, c'est à prendre aussi en considération. Parce que sur les types de synergie ou de déclinaison de charges, en fait, on a une contrainte à la fois financière et en trouvant un meilleur compromis par rapport aux livraisons clients. Le coût énergie, un exemple, vous avez un ratio 5 Portugal, 2 Espagne. Bon, ce sont des chiffres c'est pour montrer un petit peu les ratios. En subvention, pareil, on a un ratio 5 Espagne, 2 Portugal en France. Voilà, ça donne un petit peu la tendance, un petit peu de comment on connaît, quelles sont nos spécificités. On a un flux de camions entre les sites qui est assez important. Voilà, donc on a des flux d'approvisionnement, par exemple, entre les sites, entre chacun des sites d'ailleurs. Voilà. Donc, et on a 3 familles de produits. VT pour vin tranquille, VE pour vin effervescent et VS pour spiritueux. Voilà. Le business étant, grosso modo, on fait 80% sur les vins tranquilles. Voilà, ça c'est notre gros part de marché. Et puis, on a l'effervescent. Dans les 20% restants, on a les 80%, 70 à peu près, 80% qui sont sur l'effervescent. Et puis, le reste, c'est les spiritueux. Voilà, spiritueux qui est vraiment plus, on va dire, détaillé, puisque c'est pas des bouteilles standards, etc., ce sont plutôt des carafes et compagnie. Donc, c'est encore un autre procédé. Et voilà. Donc, au niveau de notre démarche qu'on a empruntée il y a 2 ans et demi,
donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé d'abord par faire un audit. C'est-à-dire qu'on a pris AGDA qui veut nous aider, nous accompagner, de faire un audit sur l'ensemble des sites. Et donc, à partir de là, on a pointé du doigt deux problématiques. Un, c'est qu'on pilotait les stocks de manière globale et pas forcément avec le bon mix. Et parfois même pas forcément au bon endroit quand il fallait. Donc, c'était quand même une grosse problématique qu'on a pointé du doigt. Et la deuxième, c'était qu'on avait du mal à créer de la vision sur les ventes et d'anticiper ce qui allait se passer. Voilà. Donc, on est parti de ces deux constats. Par rapport à ces deux constats, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé des ambitions en disant, bon voilà, on a quand même deux problématiques qui sont assez fortes chez nous. On est quand même par rapport aux spécificités métiers, sur une société quand même qui est en croissance. On parle quand même de croissance à 2 chiffres. Là, par exemple, pour une exercice fiscal qui est terminé en mars, on a pété le record. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de s'en sortir et de s'améliorer? Donc, pour combler ces deux problématiques et pour les compenser, on peut les appeler comme on veut, on s'est dit, créons deux ambitions. La première, c'est passer d'une planification traditionnelle, conventionnelle, à quelque chose qui était un peu plus des MRP tirés, et qui apprennent un petit peu à interconnecter, puisqu'on était sur du multisite. On ne savait pas trop par quel bout le prendre. On savait qu'on était MRP local, bon, il y avait quelque chose à mettre en œuvre en local, etc. Mais interconnecté, on a eu cette problématique-là. Donc, on s'est dit, bon, OK, on prend cette première ambition. Et la deuxième, on s'est dit, à ce moment-là, pour arriver à compenser une sorte d'incertitude et de ne pas savoir trop où on va créer un processus à SNOP. Voilà. Donc, voilà un petit peu nos ambitions. Et ce qu'on voulait, in fine, c'était de se dire, on veut créer de la vision sur à la fois la fiabilité, la stabilité du système et sa vélocité. Donc, c'est un petit peu la définition du DMRP, mais en gros, c'est ces trois indicateurs-là qu'on voulait avoir en visuel. Donc, pourquoi on a choisi du coup ces deux? Quand on a eu ces deux ambitions, en détaillant un peu plus, on a eu besoin à la fois d'adapter notre modèle par un outil qui se basait quand même sur la partie opérationnalité. Donc, avoir le stock juste au bon endroit, ça a été vraiment c'est ce qu'on voulait. Les planificateurs sont là. Ça a été vraiment notre cœur et notre cible. Ensuite, permettre de visualiser si les flux étaient sous contrôle. Donc, on a parlé à un moment donné dans la méthode des MRP de mettre des points de contrôle. Donc, on en a mis. Et ensuite, de pouvoir consolider en fait la gestion au niveau de la division. C'est-à-dire que déployer ce type de processus en local, c'est bien. Sur du multisite, c'est mieux. Parce que on parlait qu'en termes de DMRP, il fallait avoir des signaux aussi bien d'achat, de machin, etc. Et aujourd'hui, comme je vous expliquais précédemment, il y a beaucoup d'interactions entre les sites. Donc, on avait besoin de gérer ça de manière globale et de pouvoir détecter, capter tous les signaux qui venaient à la fois de l'Espagne, à la fois du nord de la France et du sud de la France. Voilà. Et puis du Portugal, même si, je vais vous montrer tout à l'heure, ils ne sont pas complètement intégrés. Donc voilà un petit peu tout ce contexte-là. Et donc, ça pouvait répondre aux DMRP. Et par rapport à la vision du processus ACNOP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à créer 3 horizons. Une horizon, on voulait se créer trois visions, une vision court terme, moyen terme et long terme. Je pense que j'ai fait un schéma, voilà, ici. Donc, ça c'est là, je passe maintenant dans le concret, d'accord? Parce que juste la salle d'avant, c'est passons au concret. Expliquer un petit peu qui on était, et puis quelle était notre problématique, et puis notre contexte de travail. En gros, notre terrain de jeu, c'est celui que je vous ai dit précédemment. Et maintenant, au concret, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se dire, bon, ben voilà, pour déjà se créer de la visibilité et rentrer dans un processus SNOP, mais vraiment le plus basique possible, on a besoin de se créer 3 horizons. Parce qu'une entreprise, ça a quand même 3 horizons comme partout ailleurs. Il y a quand même le court terme, c'est-à-dire c'est la partie pompier. Le mode curatif, c'est quelque chose qui va se passer cette semaine, dans la semaine suivante. Et donc, du coup, il faut quand même qu'on se crée une routine et de pouvoir détecter au plus tôt et d'agir au plus tôt en mode curatif déjà. Donc ça, ce qu'on a mis en place, c'est que 2 fois par semaine, en fait, les équipes de planification se voient sur l'ensemble des sites industriels, les 4, et font des points pour partager, décider, piloter à court terme. Ça a été la première accès, et c'est ça, en fait, sur lequel joue le DMRP. Voilà. Le terrain de jeu des planificateurs aujourd'hui joue en grosse partie sur une portion court terme, assez court-termiste. On marge un petit peu sur la partie moyen terme, mais c'est majoritairement sur une vision à 3 mois. Voilà. Pour ça, je dis, après, c'est le terrain de jeu de DMRP. Le ACNOP est venu en fait s'intégrer, et ça a été la grosse nouveauté, entre à la fois la vision court terme qu'on gérait avant de manière un peu sans forcément un processus de DMRP, comme on pouvait avec des fichiers Excel, etc., sur des stocks de sécurité mis à jour 2 fois par an et compagnie. Mais bon, c'était quand même un terrain de jeu. La DMRP a eu un apport un peu plus en temps réel et basé sur de la vraie demande.
Mais la partie SNOP est venue s'insérer en fait entre une vision qu'on avait à 5 ans et qui existait historiquement, qui était une vision qu'on appelle plan directeur industriel, et qui était une vision qui se basait par rapport à un business plan. Business plan à 5 ans, en fait, driver le plan directeur industriel pour positionner en fait les jalons des relais capacitaires et des investissements qu'il y avait à faire sur nos réseaux à 5 ans. Donc ça, on va dire que ça a toujours existé, mais ce qui n'existait pas, enfin, ce qui n'existait pas de manière, on va dire, formelle, c'était le fait de rentrer dans une boucle à la fois tactique et stratégique au niveau SNOP. Alors, on est arrivé à faire la tactique, la stratégique, pas forcément, on ne va pas jusqu'au bout aujourd'hui, mais on pourra expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Donc, voilà un petit peu les 3 visions qu'on gère. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est 1 fois par mois, la partie SNOP, la partie DMRP 2 fois par semaine, et le plan Indus s'est mis à jour tous les ans. Jusqu'à là, c'est bon? Ensuite, concrètement, ça veut dire que la SNOP, en fait, on a créé, alors ça s'est pas fait comme ça, en fait, la démarche, en fait, c'est que là, pareil, on a fait revenir Agilea et le comité de direction, et en fait, on a créé 2 jours avec le comité de direction pour essayer de faire entrer le comité de direction dans cette démarche, en fait, de SNOP, le pourquoi on le faisait, pourquoi on cherchait, en fait, une boucle stratégique décisionnelle après être passé par un certain nombre d'opérationnels, de gens qui étaient dans la société, etc. Et donc, on a pris 2 jours avec eux et ensuite, on a essayé de mettre en œuvre, en fait, ce système-là. Alors, ce système-là, il fonctionne assez bien, en fait, jusqu'à la boucle revue supply et point CAPA optimisation. C'est-à-dire qu'on a c'est tous les mois, en fait, on récolte des informations à la fois du management, s'il y a des choses qui changent, en termes d'organisation, etc. Donc, quand même, on prend ces types d'infos, c'est pas quelque chose qui change tous les jours, donc ça peut aller plus ou moins. On a une partie projet, par exemple, tout ce qui est projet, maintenance, etc. Pareil, on capte, on a des capteurs ou des relais. On ne fait pas forcément une réunion au mois, mais c'est une réunion à peu près au trimestre. Mais après, on a des relais opérationnels qui nous remontent les informations, qui savent à qui les remonter pour dire, voilà, on va avoir une maintenance dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Est-ce qu'on peut le faire, pas le faire et compagnie. Donc, du coup, on se coordonne, enfin, les équipes planification se coordonnent avec la R&D, par exemple, la qualité, l'Indus, les gens qui ont besoin ou qui ont besoin à un moment donné de prendre de la charge capacitaire, d'accord? Parce que du coup, des gens qui vont faire de la R&D sur des machines vont nous manger en fait de la capacité, et donc du coup, il faut qu'on puisse le valider et nous coordonner. Donc ça fonctionne aussi assez bien. Et puis ensuite, on va jusqu'à la revue de la demande, c'est 1 fois par mois. La revue de la demande, c'est-à-dire qu'il y a la direction commerciale, le contrôle de gestion, la direction industrielle, moi-même. Donc, du coup, on fait un point sur une vision. Alors là, pour le coup, c'est le directeur commercial Le Monde qui nous donne une vision, en fait, à 12 mois, 13 mois, 15 mois, enfin, ce qu'il a comme info. Il nous donne les tendances. Voilà. Là, par exemple, on a les grosses tendances jusqu'à mars, avril 2022, mais avec des informations qui disent, voilà, bon, aujourd'hui, mon taux de confiance est peut-être à hauteur de 70%, parce que je sais pas trop ce qui va se passer, comme disait Anna, pas trop ce qui va se passer par rapport au Covid aussi, à la guerre, etc. Mais bon, du moins, on a déjà un plan, quelque chose dans la tête. Et ensuite, la revue supply, où là, pour le coup, on montre, et là, tous les mois, ça, c'est le livrable, on donne rendez-vous avec toutes les directions de site, direction espagnole, portugaise, française, et puis la planification et la direction Indus, et on se pose, et puis là, pour le coup, on donne une vision au-delà de 12 mois, 13 mois, 15 mois, parfois même 18 mois, et voilà, et en proposant aussi des scénarios, et voir un petit peu partager, si jamais, par exemple, par rapport au plan directeur industriel, par exemple, sur les relais capacitaires qui étaient prévus, déjà voir si on a besoin de les accélérer ou pas, ces relais capacitaires, etc., ou voir s'il y a identifier surtout les problématiques à moyen terme sur la tranche des 15 mois et voir s'il y a quelque chose sur lequel agir. Voilà. Donc, on n'est pas sur le court terme, on est vraiment sur la portion 12, 13, 15 mois. Alors, la problématique de ça, c'est qu'au départ, quand on l'a mis en œuvre, en fait, les personnes attiraient beaucoup sur le court terme. C'est-à-dire que quand on mettait en œuvre quelque chose qui a 13, 15 mois, souvent, et c'est naturel quelque part, et c'est humain, c'est souvent, on était remis de dire, bon, voilà, là, il y a quand même un truc là, qui va se passer la semaine prochaine. Voilà. Donc ça a mis un petit peu de temps à mûrir, et les personnes avaient une maturité différente, ce qui est normal. Voilà. Donc ça s'est pas passé comme ça. Là, je l'explique peut-être de manière simplifiée, ou simpliste, on peut aller comme ça, mais disons que voilà, ça c'est quand même une démarche. Maintenant, ça fait, je sais pas, Daniel, on a commencé quoi, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, Nicolas. Donc ça fait 2 ans, les 5-6 premiers mois, on se cherchait, on faisait des scénarios,
3 scénarios, hypothèse basse, hypothèse moyenne, hypothèse haute, ensuite, etc., etc. Bon, voilà, on s'est cherché quand même pendant un bon semestre, et voire plus. Et puis ensuite, petit à petit, on a commencé à rentrer dans une maturité, faire des comptes rendus, on a un dossier partagé, fait voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a réalisé. Sur la partie de DMRP. Alors, nous, le gros truc qu'on ne voyait pas au départ, c'était, on avait discuté aussi X fois, c'était de dire, bon, DMRP, on voit bien l'intérêt que ça nous amène, on a un visuel, le RP, ça nous apporte un visuel. Avant, on fonctionnait par un Excel, où en fait, on récupérait le stock en instant T, plus moins les consos, plus les productions et puis les arrivages qu'il devait y avoir. Et à partir de là, on faisait un équivalent d'équation de flux, là, stock projeté, et on fonctionnait par des stocks de sécurité, en fait, pour les articles qui en avaient besoin. Mais ces stocks de sécurité étaient mis à jour 2 fois par an, on va dire. Donc, au mieux. Tu as raison de le préciser, Nicolas. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, exactement. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que les MRP, quand même, bon, même si on n'avait pas cette fameuse PMJ, prévision de ce qui va se passer après, au moins, à minima, on a quelque chose qui se base sur une consommation, qui permet déjà sur une consommation réelle, de nous donner un visuel. Donc, ça, c'était assez bien. Mais on le voyait, on va dire, au niveau local. Et on s'est dit, merde, comment interconnecter, en fait, l'histoire entre les sites. Comment créer l'histoire, en fait, et ça, c'était vital pour nous, puisque on se dit comment créer l'histoire entre l'Espagne, la France, les 2 sites français et le portugais. On se dit, voilà, on ne savait pas trop. Et du coup, au final, cette prise de tête-là, elle s'est vite solutionnée en disant, au final, la France qui est donc ici, sur Céré, on s'est dit, à ce moment-là, au niveau de l'ERP, en fait, on est déjà interconnecté, on a créé des liens intersociétés entre déjà tous les sites. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a des livraisons entre sites, il y a un système de commande d'achat, commande de vente, ce qu'on appelle les CDI, commande intersociété. On utilise, nous, le RP Sage, et donc ça se pratique assez bien. Un site qui a un besoin de bouchons, en fait, va passer une commande d'achat à un autre site, et notre site va le transformer en commande de vente. Donc déjà, premier signaux qu'on arrivait à capter de manière basique, c'était les fameuses commandes intersociétés qui étaient propres à l'ERP. Donc, et comme elles étaient propres à l'ERP, et comme l'ERP vient extraire en fait des données, je crois que Nicolas, c'est 2 fois, je dis pas de bêtises, 2 fois par jour. Donc 2 fois par jour, il y a des données qui sont extraites de l'ERP, mises dans un dossier, et ensuite le R+ vient récupérer ces fichiers et l'intègre dans R+. Donc ça veut dire que R+, en fait, a vraiment une copie conforme de l'ERP, mais avec l'avantage de garder l'historique. Donc ça aussi, c'est quelque chose que moi, ça m'a frappé parce que aujourd'hui, dans l'ERP, si vous voulez l'état des stocks, vous faites un clic bouton, vous avez l'état des stocks à l'instant T, une photo, mais vous n'avez pas forcément l'historique des stocks. Là, on a une historique des stocks, déjà. Et puis après, on peut garder tout un tas de trucs. Donc ça, on va dire qu'on avait déjà cette interconnexion-là avec des signaux d'achat et de vente. Donc ça, c'était déjà intrinsèque. Donc ça veut dire que le fait de mettre serré, aujourd'hui, on a 3 usines sur 4 qui pratiquent le DMRP et qui sont connectées à R+. On a le site de Serré, on a le site du nord de la France et on a le site aussi espagnol. Le site portugais, comme ils n'ont pas Sage aujourd'hui, ils sont pas connectés à R+, mais comme on avait besoin d'avoir des signaux de leur part d'achat et de vente, pour pouvoir générer ici un besoin sur le site de Serré ou le site de l'Espagne, si le site portugais en avait besoin alors qu'il n'était pas dans le système, on avait quand même besoin d'avoir ces signaux. Et donc, ces signaux, on les a compensés par le fait de se dire, à ce moment-là, comme ils sont interconnectés dans le système ERP, du coup, on arrive à avoir quand même les signaux. Voilà. Donc, on a vraiment 3 sites. Donc, quand on dit qu'on a 3 usines sur 4, on est en fonctionnement hybride à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme ils ont pas Sage, ils font des entrées-sorties diverses, par exemple, pour le stock. C'est comme ça qu'on le fait. Pilotage opérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un petit camion qui se balade, c'était une ancienne cartographie qui montrait un petit peu les flux, mais bon, je l'ai supprimé. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Il veut partir, mais. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les opérationnels? On a une organisation où en fait, on a 2 planificateurs par site. On a 2 planificateurs sur le site espagnol qui gèrent leurs propres besoins sur place de production et donc qui récupèrent les signaux de Serré, qui récupèrent les signaux des autres usines et qui envoient aussi ses propres signaux. Parce que ce qui va livrer, si le site espagnol livre le Portugal et la France, ils envoient aussi des signaux. Ces signaux sont captés aussi par le RP, par le replenishment, ça revient dans le replenishment. Donc, un planificateur aujourd'hui, son job, c'est premièrement, c'est de gérer les priorités et les alertes d'exécution. Voilà, ça, c'est ce qu'il fait au quotidien. On va dire, c'est le basique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas été, et on se pose la question d'ailleurs, c'est d'explorer en fait la partie
la partie, on va dire, nuageuse des temps et des capacités. Mais aujourd'hui, ce temps et capacité, on ne l'a pas exploité. On a exploité réellement la partie stock. Voilà, exactement. Donc, mais voilà ce que fait aujourd'hui ça. Et puis, on a un certain nombre de KPI qui viennent pour mesurer en fait ce qu'on fait. On a des KPI qui sont propres à R+, qui sont un standard, et puis des KPI aussi sur lesquels nous a aidé Agilia de personnaliser un peu les indicateurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des personnes d'autres services que le nôtre qui ont été interviewées en fait des utilisateurs, notamment en Espagne, en France. Voilà. Donc on a quelques retours. Les retours qui nous viennent, c'est gain de temps et on planifie seulement les articles que le système nous indique. Voilà. Donc en gros, là, en disant ça, en fait, ils vont à l'essentiel. Ils priorisent. C'est quand même le propre d'un planeur. Ensuite, le deuxième, c'est le gain de temps et risque d'erreur vis-à-vis du carnet de commande. Et oui, parce que pourquoi? Parce qu'avant, en fait, ils exportaient un fichier Excel et puis il y avait des tas de transactions de fichiers Excel qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, les personnes espagnoles, par exemple, l'Espagne, on a fait une rolling release, par exemple, quand on a fait un go live. On n'a pas attendu d'avoir tout parfait. On a fait ce qu'on appelle, comme on le voit aujourd'hui dans les systèmes informatiques. C'est-à-dire que si on a 80% des fonctionnalités, go, on y va. On fait un go live. On fait un go live, mais rolling release. Donc, du coup, les personnes, surtout que c'est un projet qu'on a démarré en juin. Donc, quand ils démarrent en janvier, on ne pouvait pas attendre encore plus parce que du coup, les personnes étaient dans la demande et ils sont tellement dans la demande que même aujourd'hui, ils dépassent même le site de série qui était initialement précurseur dans cette méthodologie. Donc, ça vous montre un petit peu la révolution culturelle. Donc, gain de temps, une demi-journée par semaine, par exemple, pour une personne. Voilà ce que ça a amené. Et sur la démarche SNOP, par exemple, ça permet de partager les informations à moyen terme, d'identifier les problèmes futurs, des idées, donner des idées, et d'orienter la stratégie, par exemple, et de soumettre des décisions. Voilà c'est un peu les quelques interviews qu'on a eues avec les différentes personnes. Je voulais faire une vidéo, mais les personnes étaient timides, ou n'avaient pas envie, ou étaient mal habillées, donc désolé pour ça, mais du coup, j'ai dit, bon, tant pis, ils n'auront pas la vidéo. Bon. Donc, ensuite, on a un sujet qui est en cours avec une personne qui est très sympathique par ailleurs, mais qui s'appelle Jean-Baptiste Vidal, qui est un doctorant sur la partie centre G industriel. Je pense que Bernard, tu en fais partie. Voilà. Et donc, c'est l'école des mines d'Albi à JDA Polytech Montréal. On est en relation, personnellement avec cette personne-là et donc le labo, ça fait à peu près maintenant depuis le mois de décembre, quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de chercher une viabilité du modèle décisionnel, en fait, pour nous. Donc, mais quand je dis ça, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire ça. Ça veut dire que on cherche à avoir, premièrement, les visions. Et là où agit le labo aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un système, un développement à partir de nos datas. La personne a signé tout, des choses, comment ça s'appelle, de confidentialité. Il a eu nos datas de vente. Et puis, quand il a vu les données, il s'est dit, mince alors, en janvier, on se parle. Et puis, au mois de mars, en fait, vous avez déjà fait le chiffre que tu m'as donné des prévisions d'il y a 2 ans et demi. Je lui ai dit, c'est normal. Bienvenue chez le Diam. Donc, il s'est dit, c'est quand même étonnant, quoi. Donc, bref. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir une vision, à partir de variables de décision, d'afficher, en fait, les différents scénarios qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, il a un modèle où il peut nous donner des centaines et des centaines de scénarios en fonction des différentes charges capacitaires sur les machines. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, aujourd'hui, ça reste quand même doctorant, donc je peux pas encore montrer à l'interne et compagnie. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qu'on arrive dans les bribes à essayer de mettre en œuvre dans le processus SNOP. C'est ce qu'on fait quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans le processus SNOP? C'est qu'on prend une vision de charge capacitaire sur au-delà de 12 mois, 18 mois. On regarde les éléments perturbateurs qu'il peut y avoir, les maintenances, les machines et tous ces bordels-là. Et puis à partir de là, on regarde en fait les projections de ce que ça nous donne et on prédécide en fait des productions qu'on décide par exemple de mettre sur le site espagnol, le site français. D'accord. On a un besoin qui arrive en frontal et ce besoin-là, en fait, suivant les charges des uns et des autres, est réparti sur l'ensemble de la division. Donc voilà comment on procède, c'est assez classique, on va dire. Et on décide, et ensuite, l'idée, c'est d'orienter fixer à partir de KPI charges, des positions en stock et des marges contributives qu'on peut avoir. Alors, marge contributive, d'ailleurs, on est assez fiers parce que chez Diam, comme on est quand même très en retard par rapport aux capacitaires, parce qu'on a un business qui tourne quand même, somme toute assez bien, on est quand même content de ça. Même si on râle un peu, on est quand même content. Mais du coup, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on met en place des quotas, en fait, de vente, appelons-le comme ça, avec des commerciaux. À un moment donné, on met juste un plafond de verre si on veut faire, par exemple, 10.
bah, nous, on dit, bon, ben, nous, on peut faire 25, mais on peut peut-être pas aller jusqu'à 30. Voilà. On ne sait pas faire. Donc, du coup, on met des quotas, on va dire, par famille de produits. Et quand je parle de marge contributive, c'est réellement ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a drivé, en fait, la partie commerciale pour aller vendre ce qui nous rapportait le plus de valeur. Voilà. C'est un exemple, par exemple, décisionnel à partir de cette boucle-là, entre autres. J'essaie d'avancer, je dépasse un tout petit peu. Donc, replenishment, bon, peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent un petit peu le tableau. Les planificateurs ici, c'est ce qu'ils ont en fait en visuel. Hein. Ils traitent les priorités et les erreurs d'exécution. Voilà. Donc, ils vont à l'essentiel en traitant les priorités et ensuite, ils gèrent les problèmes. Ou plutôt, ils font à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, ils gèrent d'abord les problèmes pour vite aller en mode curatif et ensuite, ils gèrent les priorités. Donc, les indicateurs, ce que je disais, les KPI, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de monitorer. Alors, c'est en deux parties, deux portions. On a les indicateurs, comme nous on appelle les indicateurs de résultats, et ensuite, on a les indicateurs d'amélioration. Voilà. On a là-dessus un pain point qu'on a vite mis à jour. On n'a pas encore complètement réglé. C'est-à-dire, enfin, si, il y a des détects qui nous ont aidés parce que du coup, ils nous ont mis sur un serveur dédié. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le développement, dans l'enthousiasme de faire du WAD et des MRP, en fait, on n'a pas forcément filtré les dizaines de milliers d'articles qu'on envoie dans la tête d'Air+. Donc, du coup, on se retrouve avec Air+, avec des tas de data dont on n'a pas forcément besoin et qui viennent ralentir le système. Donc, aujourd'hui, par rapport à ces stats-là, on a des stats en consultation qui sont assez lentes. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, alors, DDTech, merci pour le savoir dédié. Déjà, ça aide. Mais ensuite, nous, il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire pour filtrer et dire, voilà, réellement, ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, on n'envoie pas à Air+. D'accord? Pour rappel, c'est les data qui sont issues de l'ERP, qui sont déposées dans un dossier, qui sont envoyées à Air+. Donc ça, c'est un point de faiblesse qu'on a à date et qu'on est en train d'essayer de gérer. Tout n'est pas rose, mais il y a des choses sur lesquelles on est très fiers, parce qu'on est passé quand même par des étapes qui étaient très compliquées, avec une étape de transformation. J'ai pas mis quand même le planning, et puis ils avaient ce de quoi je veux parler, des étapes de transformation quand même qui étaient très dures, très compliquées à gérer. Mais on est quand même particulièrement fiers de ça. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'il y en a des améliorations et tout n'est pas rose et c'est super pour l'avenir. Voilà. C'est qu'on a des choses. Voilà. Ça, c'est d'autres exemples qu'on a, par exemple, sur les évolutions de graphes. Bon, là, on voit, par exemple, si on fait une analyse, qu'on a un business qui suit l'évolution, par exemple, de Muffer. Bon, c'est plutôt pas mal. On a aussi, par exemple, des ruptures avec des évolutions de ruptures où on peut savoir, par exemple, le nombre de ruptures qu'on a. Ce sont des indicateurs, en fait, de rupture avec, quand il y a des pics, par exemple, ou des instabilités, bon, ben, on va se poser des questions. Il y a des pics, pourquoi, comment, machin, etc. Il y a peut-être des maintenances qu'on n'a pas prévues, des trucs, et compagnie. D'où un des pain points qu'on a analysé, c'est-à-dire de se dire, bon, la CMJ, c'est bien, mais du coup, la partie PMJ, l'appareil, c'est quelque chose qu'on est en train de mener pour essayer d'alimenter le système. La qualité du stock, c'est quelque chose qui est quand même fondamental aussi. On a une amélioration sur des bleus, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Avec plutôt une descente de rouge, donc de la criticité. Donc, ça veut dire qu'on a des articles qui sont plutôt, on va dire, qui sont plutôt viables, mais avec un schéma d'amélioration sur la partie de surstock. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, là, on a un graphe par exemple, qui nous cible une certaine amélioration, par exemple, sur deux catégories de produits d'un stock cible par rapport, le stock cible, là, c'était le noir, voilà, par rapport au stock actuel. Ça, c'était une photo à une date donnée. Donc, voilà, après, il y a une reconvergence, en fait, de la cible par rapport à ce qu'on produit réellement. Les plus, donc, je suis presque arrivé à la fin. Les plus, donc, c'est que on a fait un audit préliminaire. Ça, c'était hyper important parce que ça permettait déjà de se dire, bon, voilà, on a quand même des problèmes. Il faut quand même qu'on en ait conscience. Et quels sont les deux types de problèmes qu'on a? OK. Ensuite, déployer en rolling release, ça, c'était hyper important. C'est pas ce qu'on a fait, par exemple, sur le site de série. En fait, pour vous dire, le premier site qu'on a déployé, c'est le site de série, le site du sud de la France. Quand on a entamé, au mois de juin dernier, le site espagnol, on a eu l'idée de faire un retour d'expérience, en fait, avec le site de série pour essayer de comprendre ce qui s'était bien passé, de ce qui s'était moins bien passé sur le site de série, pour pouvoir éviter de reporter les mêmes erreurs sur le site espagnol. Donc, ça nous a beaucoup aidé, parce que déjà, ça veut dire qu'on a intégré beaucoup plus de gens, et pas forcément les personnes qui étaient users. On a brassé large. On a été aussi collecter, par exemple, des équipes en disant, moi j'étais voir personnellement, par exemple, chacun des directeurs de site en disant, voilà, moi j'aimerais bien avoir cette personne-là ou une autre dans mon équipe, est-ce que c'est possible de me la donner, ou si c'est pas celle-là, de me une autre, etc. Voilà. Donc on a d'abord passé par une étape de construction d'une team, ensuite communiquer aux différents services un planning prévisionnel pour qu'ils sachent à peu près à quel moment on doit les solliciter, etc. Méthode projet. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a le plus aujourd'hui, et le vrai résultat réel, c'est qu'on a réalisé plus de ventes. Pour vous donner une idée, on a fait 400 millions quand même de bouchons de plus que ce qui était prévu dans le budget, mais avec un stock qui était ISO. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ISO stock. Voilà.
Donc, globalement, si on regarde sur les familles de produits, on a les familles de produits sur lesquelles on a appliqué une orientation stratégique en augmentant une part de quote-part, même sur la partie VT, mais partout ailleurs, on a pu baisser pour arriver au final sur un stock à ISO. Donc ça, on a parlé la dernière fois avec Nicolas, par exemple, des MRP, concrètement, ça nous a permis quand même d'avoir ça, parce que sinon, on était à la ramasse, quoi, parce que à faire des fichiers Excel, un truc comme on le faisait avant entre les différents sites et compagnie, le taux de réactivité est pas bon. On a un bilan retour expérience à mi-chemin, voilà, avec une gestion de projet améliorée. Prochaines étapes, ce qu'on veut, c'est monitorer plus. Avec le problématique de temps trop long, par exemple, pour analyser les stats, ça a bridé un petit peu le dynamique de la planification auprès de ces équipes. Exactement. Donc ça, c'est très clairement une des priorités qu'on a. Une autre priorité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis qu'on récupère les données de l'ERP à R+, aujourd'hui, on n'est pas sur une partie R+, à Sage. Donc ça aussi, on doit le faire. On a tout pour le faire. On a un panier, vous savez, le fameux panier dans replenishment, certains utilisent. Et en fait, quand on valide en fait des ordres de production, je peux dire, donc à un moment donné, on met les ordres de production dans un panier. Ce panier-là, en fait, est envoyé à Sage. Donc ça, on a un petit bug, on a eu des différents trucs. Ça va être réglé aussi. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut créer des ordres de fabrication, on est obligé de passer par Sage. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, il faut le résoudre. Et ensuite, on a le déploiement des usines de Portugal. Voilà. Difficultés rencontrées, maturité hétérogène et cas culturel. Ça, c'est très, très lourd. Parce que forcément, il faut passer par le basique. Qu'est-ce que c'est qu'un ERP? Pourquoi on le fait? Et ce qu'on ferait différemment, par contre, c'est former tous les directeurs de site dès le départ. C'est pas ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on ferait. Donc, Daniel, tu étais avec le directeur de site la semaine dernière à Lyon. Tu as changé d'eux. Il faut s'y remettre. Donc c'est former quand même, brasser plus large et élargir le groupe à des projets autres que simplement planification. Je vous remercie et désolé pour